le rôle des femmes dans la construction du canal de Panama. Déconstruisons le mythe du palindrome de Mercer, A man, a plan, a canal, Panama. Au premier abord, le palindrome de Leigh Mercer pourrait apparaître comme une vérité. Pourtant, ce discours hégémonique est bancal. Si ce sont en effet des hommes qui ont entrepris la construction théorique puis physique du canal de Panama, cette dernière n'aurait pu avoir lieu sans le travail des femmes, à l'image de ce vieil adage, derrière chaque grand homme se cache une femme. Vous l'aurez compris, cette chronique cherche à rendre visibles ces femmes oubliées par l'histoire et qui ont tant compté dans la réussite de cet exploit. Car la réalisation de cette excavation de plus de 77 km est le résultat du travail de femmes et d'hommes de tous les âges, de toutes classes sociales et de tous les continents. Dans les années 1880, des ingénieurs français arrivèrent sur l'isthme de Panama avec le projet de s'établir à Panama et à Colón. L'accompagnement de leurs épouses et de leurs enfants fut justifié comme une garantie de la stabilité familiale, indispensable à la viabilité du projet. Nombreuses de ces Françaises, piliers de famille, rejoignirent également l'isthme pour être recrutées comme infirmières, maîtresses ou encore secrétaires par la Compagnie du Canal français. La tradition catholique étant de mise à l'époque en France, de nombreuses sœurs vinrent également au Panama, assurant une double mission, l'une religieuse, l'autre concernant l'offre d'un service social, sans but lucratif. C'est ainsi que les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul s'installèrent à Panama, dans une période économique critique pour l'État fédéral, qui se traduisit par une carence d'instruction et une déficience des conditions sanitaires. Ces sœurs tinrent un rôle particulièrement fort dans l'objectif d'assainissement de la zone du canal et apportèrent des soins aux blessés et aux malades sans discrimination aucune. La majorité de la population étant formée d'ouvriers, elles étaient exposées aux souffrances d'accidents de type explosion ou glissement de terrain et à la contraction de maladies, surtout près de la coupe Gaillard. Si les problèmes sanitaires et financiers contraignirent les Français à abandonner la construction du canal, il n'en fut pas tant pour ces sœurs qui restèrent sur place et collaborèrent, non sans une certaine rivalité, avec les infirmières américaines. La présence féminine assurait aussi une continuité des services domestiques, comme le ménage, le linge et la cuisine. Les carnets de voyageurs regorgent d'anecdotes sur les pratiques des laveuses, qui se retrouvaient par groupes de 5 à 7 pour battre le linge dans la rivière, et des vendeuses de rue proposant des fruits, des fleurs ou encore des cigares près des stations de train. Certaines femmes durent-elles avoir recours à la prostitution pour se constituer un salaire. Bien que les Français aient établi un règlement contre la prostitution clandestine, de nombreuses femmes gagnaient leur vie, parfois par volonté propre et souvent à leur insu, notamment pour les femmes noires venues des îles françaises, en vendant leur corps aux ouvriers du canal. Si cette pratique était bien mieux rémunérée que les autres, elle exposait également les femmes à des conditions de vulnérabilité liées à la violence et la corruption des réseaux de prostitution. Si la construction du canal sous les Français est une étape d'intégration progressive des femmes dans le secteur professionnel, cantonné au métier du care et du travail domestique, les limites de ce processus n'en sont pas moins significatives. Il favorisa l'écart financier entre les femmes de différentes classes sociales, contribuant ainsi à une sectorisation de la société par salaire et couleur de peau qui ne cessera de croître avec la construction américaine.